Ils ne sont pas ici pour acheter des mandingos. Ils essaient de vous duper. Ils veulent cette fille. Quand on voit Stephen pour la première fois dans Django Unchained, il semble n'être qu'un vieil esclave noir grincheux et pas très malin de Calvin Candie. Je t'ai manqué, hein. Oh oui, monsieur, vous m'avez manqué comme un cochon regrette sa pâtée. Candie lui-même lui parle avec une certaine condescendance, comme à quelqu'un à qui il faut toujours tout répéter et expliquer. Ce sont nos invités, Steven. Et toi, vieux vaurien, tu dois leur montrer de l'hospitalité, tu m'as compris ? Mais il y a aussi une autre scène dans le film, quand Stephen appelle Calvin Candie dans la bibliothèque, où ils parlent en tête-à-tête. On se retrouve à la bibliothèque. Là, c'est une toute autre scène qui se présente à nous. Stephen est assis dans un fauteuil, un verre à la main, tandis que son maître en titre se tient devant lui et l'écoute. « Stephen, de quoi parles-tu, bon sang ?» Et maintenant, c'est Stephen qui explique à Calvin, qui ne comprend pas, ce qui se passe réellement. « Ils veulent la fille !» Quelle fille ? Hilde ? Oui, Hilde. Ce n'est plus un vieux serviteur amusant, mais un homme qui se sent manifestement bien plus libre dans cette maison qu'un esclave ordinaire. C'est d'autant plus étrange quand on se souvient de la façon dont Candyland nous a été montré récemment. Ici, un homme noir à cheval est un événement tout à fait extraordinaire. Pourquoi tout le monde nous fixe-t-il comme ça? Ils n'ont jamais vu un noir à cheval. Les gens autour n'en croient pas leurs yeux. C'est pourquoi l'idée même qu'un esclave noir puisse se détendre dans la bibliothèque de son maître, un verre à la main, pendant que le maître se tient devant lui, c'est quelque chose d'impossible. Qu'est-ce que c'est ? Ne te permets pas ça! Mais cela ne se limite pas aux scènes dans la bibliothèque. Il y a aussi d'autres scènes dans le film où Steven ne se comporte pas comme un esclave, mais comme un homme qui détient un véritable pouvoir dans cette maison. Il donne littéralement des ordres aux Blancs sur ce qu'ils doivent faire. Avez-vous entendu? Il a dit « Sortez-la de là !» Et ils lui obéissent. Arrêtez de tirer mon sang! De plus, même après la mort de Calvin Candie, c'est justement Stephen qui continue de parler au nom de Candyland et qui négocie avec Django. Fin, c'est tout! Et il ne lui sera fait aucun mal! Cela soulève toute une série de questions. Dans quelle mesure ce personnage est-il historiquement crédible ? Pourquoi Calvin Candie permet-il un tel comportement de la part de Stephen ? Pourquoi, en présence d'invités, voyons-nous un Stephen, et en privé avec Candie, un tout autre ? Au final, qui est vraiment le maître dans cette maison ? Calvin Candie ou Stephen ? Nous allons essayer de comprendre tout cela aujourd'hui. Stephen apparaît devant nous pour la première fois lorsque Django et Schultz arrivent à Candyland. Leur plan consiste à acheter un combattant mandingue très cher et, en même temps, à récupérer Brumilda, la femme de Django, comme si c'était un simple bonus. Je me suis lassé de tout. Mais ça, c'est un bon divertissement. Lors de la première rencontre, Stephen paraît inoffensif. Qui est cet homme sur cette rosse? Un vieil esclave noir, boiteux, malentendant, et qui demande toujours de répéter. Tu n'as même pas besoin de comprendre pourquoi. Tout est clair pour toi. En somme, cet homme semble être la dernière personne capable de faire échouer le plan soigneusement préparé de Schultz. Mais c'est bien ce qui se passe. Et la première question intéressante ici, c'est comment a-t-il réussi ça aussi facilement ? Il me semble que Django et Steven ont quelque chose en commun. C'est précisément cette ressemblance qui permet à Steven de sentir si vite que quelque chose cloche. Arrêtons-nous là-dessus plus en détail. Comment exactement Steven a-t-il tout compris ? Ses premiers soupçons naissent déjà au moment où on sort Brunilda de la caisse. Django s'attarde sur Brunilda et réagit à ce qui se passe autrement que ne le ferait quelqu'un habitué à la violence extrême des combats de Mandingo, souvent avec une issue mortelle. Il est habitué à voir cela. Comme des chiens dévorent un homme. Ah, donc t'es habitué, hein ? Tu viens ou tu restes dormi avant cette boîte? En soi, cela ne suffit pas à soupçonner les invités de quoi que ce soit. Mais plus tard, Mademoiselle Lara remarque que Brunilda ne cesse de jeter des coups d'œil à Django. Elle l'a compris. Elle ne quitte pas Django des yeux. Et c'est là que deux faits commencent à se rejoindre dans la tête de Stephen.
la réaction de Django près du coffre et le comportement de Brunhilda à table. Stephen décide aussitôt de l'interroger. Tu sais, c'est horrible, non? Brunhilda affirme ne pas connaître Django, mais ne la croit pas jusqu'au bout. Tu ne me mens pas, ma fille. Je vais te croire, puisque tu le dis. C'est pourquoi Stephen organise un test. À table, il propose à Kelvin de montrer à tous la grande cicatrice sur le dos de Brunhilda, ce qui serait sûrement intéressant à voir. Lui-même, à ce moment-là, observe déjà Django. Et il voit exactement ce qu'il voulait voir. Django est clairement à bout, et se retient avec beaucoup de difficulté. Maintenant, le soupçon se transforme en certitude pour Stephen. Comme je l'ai déjà dit, Stephen et Django ont quelque chose en commun. Cette ressemblance permet à Stephen de le percer à jour facilement. En fait, lorsque Django arrive à Kendelen, il porte en quelque sorte un masque. Tu pourras jouer de façon convaincante le rôle d'un expert en combat mandingo. Schultz lui explique clairement la tâche. Voici ton personnage, joue-le. Alors, joue ce rôle. Et Django joue. Il incarne un homme cruel et indifférent, un spécialiste des combats mandingo, qui regarde calmement la souffrance des autres. Vous devez en savoir plus sur moi. Je suis pire que tous ces blancs. Mais le fait est que Stephen fait exactement la même chose. Lui aussi joue constamment un rôle. Et chaque jour, il met un masque. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Samuel L. Jackson déclare ce qui suit. Dès sa naissance, il est certain de n'appartenir à personne. Il se considère comme différent des autres personnes qui l'entourent. Steven met un masque, faisant croire aux autres qu'il est un vieil homme voûté, tremblant et faible, alors qu'en réalité, il n'est pas du tout comme ça. Steven. Quand Steven apparaît pour la première fois devant les invités, c'est bien ce masque que nous voyons. Bonjour Steven, mon garçon. Oui, bonjour, bon sang. Mais plus tard, il s'avère que tout cela n'est qu'un jeu, et que le vieux n'est pas si simple. Vers la fin, lorsque la nécessité de faire semblant disparaît, Steven se redresse et jette sa canne. Son ouïe est également parfaite. À table, il capte chaque mot. Et en termes d'intelligence, il surpasse la plupart des maîtres blancs assis à la table. Steven sait parfaitement à quoi ressemble une personne qui joue un rôle. Parce qu'il fait ça lui-même depuis des décennies. Seul Django est un novice dans ce jeu. Mais Steven est un véritable vétéran. Chez Tarantino, les acteurs jouent assez souvent des personnages qui eux-mêmes jouent des rôles. Jackson en a parlé dans la même interview. Ce thème traverse de nombreux films de Quentin. Je dis quelque chose de similaire à John Travolta dans Pulp Fiction, juste avant qu'on frappe à la porte et qu'on tue ces gars. D'accord. On entre dans le personnage. Quentin aime représenter des personnes mettant des masques par-dessus d'autres masques. Mais alors, il est logique de se demander, qu'est-ce que Steven cache exactement derrière son masque ? La première chose, et probablement la plus évidente que Stephen cache derrière ce masque, c'est son intelligence. Parce que dans le monde de Candyland, montrer sa véritable intelligence devant le maître n'est pas seulement indésirable, c'est carrément dangereux. Un esclave pouvait être utile, voire indispensable, mais il ne devait jamais paraître plus intelligent que le maître blanc. Cela aurait déjà été perçu comme de l'insolence et une violation de la hiérarchie sur laquelle repose tout l'ordre établi. Samuel L. Jackson, dans une interview accordée à Vulture, l'a expliqué ainsi. C'est dicté par la nécessité de survivre. Il ne fallait pas paraître intelligent. Il ne fallait pas se comporter de manière arrogante. Il fallait cacher tout cela. Il ne fallait pas regarder les blancs droit dans les yeux. Et il ne fallait surtout pas montrer que tu étais intelligent. La deuxième chose, et peut-être la plus importante, qui se cache derrière le masque de Stephen, c'est que c'est lui qui est le véritable centre du pouvoir à Candyland. De façon informelle, bien sûr, sur le papier, le propriétaire de la plantation reste Calvin Candy, mais en réalité, Calvin possède Candyland, tandis que Stephen la dirige. Dès leur première rencontre, on apprend que Candy était récemment absent et que Stephen gérait toutes les affaires en son absence. Seigneur Jésus, combien ont fui pendant mon absence chez Candy ? Cela montre bien qu'on ne confie pas la gestion d'une grande plantation à un simple esclave sans raison. Kelvin ne reconnaît pas seulement ses compétences, il compte aussi totalement sur lui.
Quand Kelvin n'est pas là, c'est Steven qui gère la plantation. Quand Kelvin est à la maison, c'est quand même Steven qui s'en occupe. Voilà sa position. En fait, c'est pratiquement sa propriété. Et cela ne concerne pas seulement la gestion de la plantation. Kelvin préfère aussi ne pas s'occuper lui-même des affaires juridiques. Pour cela, il a son avocat, Leo Moji. J'ai été élevé pour devenir l'avocat de Kelvin. Il gère en fait la maison et toutes les propriétés. La principale préoccupation de Kelvin, c'est de voyager et d'organiser des combats de mandingues. Steven, comme on le voit, est assis à rédiger des chèques. C'est lui qui fait tourner la plantation. On nous montre que les autres esclaves perçoivent aussi Steven, non pas comme un simple serviteur, mais comme quelqu'un qui détient un véritable pouvoir. Chérie, tu as énervé Steven, et crois-moi, il vaut mieux ne pas plaisanter avec lui. Ils ont peur de lui, parce qu'ils savent que c'est lui qui prend les décisions. Papa, pourquoi est-elle dans une boîte en fer? Elle est punie. Kelvin est le propriétaire, mais c'est Steven qui sait comment fonctionne tout le mécanisme de ce petit empire. Pour comprendre l'ampleur du pouvoir de Steven et à quel point sa position diffère de celle des esclaves ordinaires, il suffit de se rappeler quelques scènes où même les Blancs exécutent ses ordres sans poser de questions. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ce n'est pas possible! Sortez-la de là! Arrêtez de tirer! Bon sang. Il est très révélateur que même après la mort de Candy, c'est justement Stephen qui négocie avec Django. Rends-toi! Il ne lui sera fait aucun mal. Samuel L. Jackson lui-même comparait Stephen à Dick Cheney et l'appelait le pouvoir derrière le trône. Dick Cheney était le vice-président des États-Unis sous George Bush Jr. et il a acquis la réputation d'un homme politique dont l'influence réelle était bien plus grande que ce que l'on aurait pu supposer d'après sa fonction officielle. Cheney est toujours resté dans l'ombre de George Bush Jr., mais il influençait toutes les décisions prises. Au cinéma, vous vous souvenez peut-être de lui dans le film Vice, où Cheney a été incarné par le maître de la transformation Christian Bale. Eh bien, qu'en dites-vous ? Tu seras mon vice-président. Décide-toi. Cheney est considéré comme le vice-président le plus influent de l'histoire des États-Unis. Je pourrais m'occuper des affaires courantes. La comparaison avec Dick Cheney est peut-être assez juste dans le cadre du film Django Unchained, mais le personnage de Stephen est-il réaliste d'un point de vue historique ? Historiquement, Steven n'est pas un personnage aussi fantastique qu'il pourrait paraître. Dans les grandes plantations, il existait une distinction entre les esclaves travaillant dans les champs et ce qu'on appelait les esclaves de maison. Les esclaves de maison servaient le maître et sa famille. Ils étaient mieux nourris et habillés. Ils étaient constamment auprès des maîtres et faisaient partie intégrante de la vie quotidienne de la maison. Tu aimes servir à table dans la grande maison? Mais une position privilégiée ne signifiait pas du tout la liberté ou la sécurité. Ils pouvaient aussi être punis, envoyés aux travaux forcés. Les femmes et les jeunes filles étaient particulièrement vulnérables, car elles se trouvaient constamment à proximité des maîtres blancs. Disque, reste ici. Tu pourrais tomber amoureux d'une noire. On peut se perdre dans cet amour. L'exemple le plus célèbre, et même scandaleux, est celui de Sally Hemings, l'esclave de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis et l'un des pères fondateurs. Il était aussi propriétaire d'esclaves. On suppose également qu'il était le père d'au moins 6 enfants de Sally. Bien que de nombreux historiens s'accordent à dire que ces 8 enfants étaient tous de Jefferson. Le paradoxe, c'est que Thomas Jefferson est l'auteur de la Déclaration d'indépendance, qui proclame que tous les hommes sont créés égaux. Il s'est publiquement opposé à la traite des esclaves, mais il a continué à garder des personnes en esclavage, expliquant cela par ses dettes et les risques sociaux de l'époque. Il existe d'ailleurs une histoire intéressante sur Jefferson et son esclave. J'ai enregistré une courte vidéo sur ce sujet, accessible à tous les abonnés sur Boosty, Patreon et aux sponsors YouTube. En même temps, au sein de cette catégorie dite des esclaves domestiques, il existait encore un autre niveau d'hiérarchie. Très souvent, le maître confiait à quelqu'un la surveillance des autres, la transmission des ordres, le contrôle de la discipline et le compte-rendu de ce qui se passait. Comme à notre Steven. Dans les plantations, il y avait aussi ce qu'on appelait des drivers, des esclaves à qui l'on confiait le contrôle du travail des autres esclaves, la surveillance de l'ordre et parfois même la gestion effective d'une grande partie de l'exploitation. En 2024, une étude américaine a été publiée,
une recherche de l'historien Randy Brown, intitulée « L'histoire du driver, travail et pouvoir dans le monde de l'esclavage atlantique », où il est décrit en détail comment tout ce système fonctionnait. Ainsi, la base même du personnage de Stephen est tout à fait historiquement crédible. Un homme dans sa position pouvait réellement bénéficier de privilèges particuliers, avoir du pouvoir sur les autres esclaves, et jouir d'une immense confiance de la part du maître. Bien que Quentin Tarantino pousse ce personnage à l'extrême, après tout, c'est du cinéma. Mais en théorie, cela aurait très bien pu exister. Si l'on résume tout ce qui a été dit, il s'avère que formellement, le propriétaire de Candyland est Calvin Candie. Mais en réalité, c'est justement Steven qui est le véritable maître de Candyland. C'est sous cette forme que la question a été posée à Samuel L. Jackson lors d'une interview. Et l'acteur a été d'accord avec cette affirmation. Je dirais que Candyland, c'est en réalité Stephenland. En même temps, le principal paradoxe, c'est que Stephen, malgré son immense pouvoir, reste quand même la propriété de cet endroit. Formellement, il reste quand même en esclave. Il est donc pertinent de se demander pourquoi quelqu'un issu d'un groupe opprimé défend ce système avec autant de ferveur. Pourquoi éprouve-t-il une haine évidente envers Django, un autre noir? Stephen, c'est Django. Vous allez vous détester l'un l'autre. Pourquoi, après la mort de Calvin Candie, il pleure pratiquement sur son corps? Calvin! C'est précisément ce dont je parlerai dans la prochaine vidéo sur Steven. Et vous avez beaucoup plus de chances de ne pas le manquer si vous êtes abonné à la chaîne. Mais très probablement, au moment où vous regardez ceci, la vidéo est déjà sortie. Dans ce cas, vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé.